Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à nous mettre, un petit bonjour, un petit OK, dans le chat si c'est bien le cas. Je vous souhaite la bienvenue sur cette, webconférence et je vous remercie, beaucoup pour votre présence ce soir. Cette webconférence est donc proposée dans le cadre des rendez-vous de la Maison de l'Habitant. Donc moi, je suis Audrey Lemercier, en charge de l'animation et de l'information, logement à la Maison de l'Habitant. Aujourd'hui, on vous propose cette webconférence dans le cadre de notre programme trimestriel d'événements sur toutes les thématiques du logement. L'objectif de ce soir, c'est de vous aider à tout comprendre sur la fiscalité des revenus fonciers. Vous êtes peut-être propriétaire bailleur, vous envisagez de le devenir en réalisant un investissement locatif. La question de la déclaration de vos revenus fonciers est peut-être un petit peu opaque. L'objectif pour nous ce soir, c'est de veiller à vous apporter toutes les clés pour appréhender au mieux et le plus sereinement possible votre prochaine déclaration de revenus fonciers. Je précise, ça a été indiqué déjà, mais je reprécise qu'on est bien ce soir sur les locations hors meublé. On a déjà énormément d'informations à vous faire passer. Donc, la location en meublé pourra faire l'objet d'un prochain temps d'information. Pour vous donner toutes les clés et répondre à vos questions, on a travaillé sur cette thématique en partenariat avec la DIL du Finistère. Et c'est notamment Jacqueline Caroff, qui est chargée de mission à la DIL du Finistère, qui sera présente ce soir avec nous pour vous donner toutes les clés, mais aussi pour répondre à vos questions. Comment va se passer cette webconférence? Moi, je vais quand même, dans un premier temps, vous représenter rapidement ce qu'est la Maison de l'Habitant et le réseau des ADIL pour que vous ayez une bonne connaissance de qui nous sommes. Et puis, Jacqueline déroulera les différents sujets que nous allons aborder ce soir. Déclaration du revenu brut foncier, régime de déclaration simplifié. Vous voyez la liste des sujets qui vont être abordés ce soir normalement à l'écran. Sinon, n'hésitez pas à nous indiquer dans le chat si jamais il y avait des difficultés dans ce sens. On parlera aussi dispositif de défiscalisation et surtout, l'objectif, c'est de pouvoir répondre à vos questions. Donc, il y a un outil de chat, c'est l'outil Converser que vous devez avoir en bas de page si vous êtes sur votre ordinateur. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. On essaiera bien évidemment d'y répondre en direct. C'est aussi l'objectif de cette webconférence. De plus, dans le chat, on vous invite à y jeter un petit coup d'œil régulièrement puisqu'il y a aussi connecté avec nous Élodie Varin, qui est chargée d'information logement à la Maison de l'Habitant, et qui pourra vous envoyer diverses ressources, des liens vers des sites internet qui viendront compléter les propos de Jacqueline et qui viendront vous éclairer sur le sujet. Pour commencer, la Maison de l'Habitant, en quelques mots, c'est un lieu d'information sur le logement situé sur Nantes Métropole. L'objectif de ce lieu, c'est en effet de pouvoir trouver réponse à toutes ces questions, que vous soyez locataire, propriétaire, copropriétaire ou même un professionnel, que vous ayez un projet d'achat, de location, que vous souhaitiez accéder à un logement dans le parc HLM, que vous ayez un projet de rénovation. Il y a à la Maison de l'Habitant plusieurs structures qui sont là pour vous renseigner, notamment la DIL, dont je vais vous dire quelques mots, mais aussi l'espace Info Énergie, et plus ponctuellement des structures telles que Solia, sur les questions maintien à domicile ou rénovation du logement. On a une mission un peu particulière aussi, qui est d'informer les habitants de la métropole sur des sujets plus spécifiques en lien avec la politique habitat de notre métropole. Je pense notamment aux thématiques habitat participatif, logement jeune, logement senior ou encore accession abordable. Ces thématiques sont vraiment propres à Nantes Métropole et on renseigne le public sur ces sujets. Et c'est aussi dans ce cadre qu'on organise ce type d'événements, webconférences ou, quand le contexte le permet, des événements en présentiel à la Maison de l'Habitant. On vous a réindiqué sur la slide nos coordonnées, donc n'hésitez pas à reprendre contact avec nous. Et si vous voulez plus d'informations sur les prochains événements, on a pas mal de dates encore à venir sur le mois de mars. Vous pourrez suivre ça sur notre page Facebook ou notre compte LinkedIn. Donc, comme je disais, ce soir, on a travaillé en partenariat avec la DIL du Finistère. On fait donc partie du réseau des ADIL en lien avec l'ANIL, donc ADIL, Agence départementale d'information sur le logement. On a vraiment pour objectif d'apporter un conseil neutre, objectif et gratuit sur toutes les questions logement. Ça peut être diverses thématiques, on vous en a listé quelques-unes là sur le support, les rapports locatifs, l'accession à la propriété, la copropriété, la rénovation énergétique des logements, la lutte contre l'habitat indigne, les impayés de loyer, la prévention des expulsions. Voilà, c'est des exemples de thématiques sur lesquelles on vous conseille. Il y en a bien d'autres. Et quelques chiffres clés. 84 départements de France métropolitaine et outre-mer sont pourvus d'une ADIL, qui représente à peu près 700 collaborateurs au sein de notre réseau, 1200 lieux d'accueil du public, de vous habitants, mais aussi de professionnels. Et ça représente
Sur l'année 2019, 888 000 consultations. Je vous invite à consulter le site internet www.anil.org si vous souhaitez plus d'informations. Je vais m'arrêter là pour ce soir pour qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet. Et je vous réindiquerai nos coordonnées à la fin si jamais vous aviez des questions un petit peu plus spécifiques. Une information quand même qui va être en lien avec le sujet de ce soir. À la DIL, dans le cadre de la thématique accession à la propriété, il est possible de rencontrer un conseiller juriste pour une étude financière. Donc, je sais que plusieurs d'entre vous sont inscrits et ont potentiellement un projet d'acquisition, un projet d'investissement locatif. L'étape n'a pas encore été franchie. Si vous souhaitez avoir un conseil neutre avant tout démarchage bancaire, par exemple, vous pouvez prendre un rendez-vous avec nous. C'est un rendez-vous d'1 heure avec un conseiller juriste pour avoir une idée du budget, éventuellement des aides auxquelles vous pouvez prétendre, avoir des actualités sur les taux en cours, etc. On donnera de toute façon tous nos coordonnées à la fin. Je vais laisser maintenant la parole à Jacqueline, donc de la DIL du Finistère, Jacqueline Caroff, qui va intervenir justement sur le sujet de ce soir, sur la fiscalité des revenus fonciers. Jacqueline, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous laisser partager. Vous aviez un support à partager aux participants de ce soir. Donc, je vous laisse la main pour partager le support. Et puis, quelques petites questions phares avant de commencer. Quelles questions sont à se poser avant de procéder à un investissement locatif? Qu'est-ce qu'un revenu foncier? Et quelles sont les personnes imposables? Je crois que ce sont les premières informations que vous avez à nous passer ce soir. Alors, pour ceux d'entre vous qui vont se lancer dans un investissement locatif, donc il faut qu'ils soient conscients qu'un investissement locatif n'est pas seulement une question fiscale. Vous allez devenir propriétaire d'un bien immobilier avec les contraintes que cela implique, notamment au niveau financier. Donc, vous devrez assumer un certain nombre de charges, la taxe foncière. Vous aurez à assumer également des assurances, l'assurance propriétaire non occupant que vous devrez prendre, une assurance de loyer impayé si éventuellement vous souhaitez la souscrire. Vous aurez, pour ceux qui vont investir dans un appartement, donc des charges de copropriété, parce que toutes les charges, pardon, ne sont pas récupérables sur le locataire. Vous aurez à assumer également des travaux d'entretien ou d'amélioration au fil du temps, parce qu'un logement, effectivement, ça s'entretient. Un remboursement de crédit immobilier pour certains. Donc, il faut être capable d'honorer tous ces frais, donc il faut vraiment les prendre en compte. Et il n'est pas inutile d'ailleurs à ce propos de prévoir une trésorerie pour faire face à une vacance entre deux locataires. Alors surtout, la rentabilité également de votre investissement dépend de quelques paramètres de base qu'il ne faut absolument pas oublier. Alors attention donc au prix d'achat du logement. Veillez à ne pas acheter au-dessus du prix du marché. Donc attention notamment aux immeubles qui peuvent être estampillés Pinel, hein. Nous avons vu des programmes effectivement qui étaient vendus largement au-dessus de leur prix. Donc si la différence de prix mange votre avantage fiscal, il n'y a pas vraiment d'intérêt effectivement à partir sur ce genre de produit. La rentabilité de votre investissement dépend aussi bien sûr de l'attractivité du bien. Donc attention à la localisation géographique du bien. Donc choisissez un logement de préférence à proximité des transports en commun et des services. Donc si vous achetez à distance, il faut aller sur place pour détecter d'éventuelles nuisances sonores ou autres. Attention à l'état du marché. Donc, s'il y a peu de demandes locatives, il sera difficile de louer ou peut-être de louer un loyer plus bas que vous n'auriez espéré. Donc, effectivement, il est très important de bien s'informer sur le marché local. Donc là, vous pourrez effectivement, au niveau local, vous rapprocher selon les départements de la DUL de votre département, des observatoires des loyers. Donc, il y a effectivement des interlocuteurs au niveau local que vous pourriez contacter. Les personnes imposables au titre des revenus fonciers sont les personnes physiques qui ont en France leur domicile fiscal, celles dont le domicile fiscal est hors de France pour les revenus de source française, sous réserve de l'application de conventions internationales, parce que ces conventions, effectivement, peuvent en décider autrement. Alors, mes observations tout au long de la soirée vaudront également pour les bailleurs associés d'une SCI soumise à l'impôt sur le revenu. Par contre, dans ce cadre, bien sûr, il y aura 2 déclarations à effectuer. Une déclaration de résultat par la SCI avant le 1er mai de chaque année et une déclaration ensuite par chaque associé de la quote-part donc perçue.
Alors, vous avez certainement entendu parler de revenu brut foncier et de revenu net foncier. Le revenu net foncier, donc ce sont les recettes brutes de toute nature qui sont perçues au cours de l'année, ainsi que les dépenses incombant au bailleur et mises à la charge du locataire. Alors ça, c'est la définition effectivement du revenu brut foncier. Donc la deuxième partie ne va pas vous concerner puisqu'effectivement, ça ne devrait pas exister dans votre situation, de loueur en location vide. Parce que dans ce cadre, effectivement, vous ne pouvez pas imposer des réparations autres que locatives à vos locataires, hein. Et si vos locataires décident de leur propre chef d'effectuer des travaux qui ne leur incombent pas, vous n'avez pas bien sûr à les déclarer en revenus. Donc focus sur les recettes brutes, hein. Les recettes brutes, ce sont les sommes versées par le locataire au bailleur, donc les loyers. Les loyers, au titre de l'année de leur perception. Les charges, récupérables sur le locataire ne sont pas à déclarer. Donc à une époque, effectivement, on devait, d'un côté déclarer les charges récupérables et de l'autre côté les déduire. Donc aujourd'hui, il y a une tolérance au niveau des services fiscaux, donc on ne déclare plus, les charges, récupérables sur le locataire. Elles peuvent par contre être déduites, en cas de non-récupération au départ du locataire. Si effectivement vous n'arrivez pas à récupérer, des charges, en fin de location, effectivement vous pourrez les déduire. Alors, le dépôt de garantie. Alors, le dépôt de garantie, c'est une question qui nous est souvent posée. Le dépôt de garantie, vous, dans le cas normal, vous n'avez pas à déclarer ce dépôt de garantie. Vous avez à le déclarer uniquement au départ du locataire si vous le conservez, donc à hauteur des sommes que vous allez conserver, donc tout ou partie du dépôt de garantie. À déclarer également, les subventions que vous pourriez percevoir, donc les subventions, les subventions ANA par exemple, ou, les aides comme MaPrimeRénov', donc les, nouvelles aides, qui viennent d'être, ouvertes aux bailleurs. Donc, ces subventions-là sont à déclarer, ainsi que les indemnités qui sont destinées à financer des travaux déductibles. Alors, elles sont à déclarer, donc petite précision, au titre de l'année de leur perception, même si les travaux ne sont pas réalisés encore. Au niveau de l'imposition des revenus fonciers, 2 régimes sont possibles, donc le régime, microfoncier ou le régime réel d'imposition. Alors, un principe, donc vous relevez du régime microfoncier lorsque le montant des recettes brutes que vous avez encaissées, au titre d'une année est inférieur ou égal à 15 000 €. Vous pouvez toutefois opter pour le régime réel, si vous considérez effectivement qu'il est plus intéressant pour vous, mais vous serez alors soumis à ce régime pendant 3 ans. Donc vous ne pourrez pas, vous pourrez pas revenir en arrière effectivement l'année suivante. Donc effectivement, quand vous ferez vos calculs pour savoir, quel est le régime le plus intéressant, il faudra effectivement faire votre calcul sur 3 ans. Vous ne pourrez pas passer d'un régime à l'autre, chaque année. Alors certains investissements sont exclus de ce régime, notamment les opérations bénéficiant du dispositif COST, dont nous verrons pourquoi tout à l'heure. Alors, quelle, démarche faire effectivement pour entrer dans le cadre du microfoncier? Alors, votre revenu brut foncier est porté sur, votre déclaration d'ensemble des revenus sur la 2042. Donc à ce jour, c'est la ligne 4BE, donc en fin de compte pour enfin, en tout état de cause pour la déclaration de l'année dernière. Donc cette année, nous n'avons pas encore les nouveaux formulaires et votre revenu, imposable, en l'occurrence, il est fixé à une somme égale au revenu brut annuel diminué d'un abattement forfaitaire de 30. Donc concrètement, vous êtes imposé sur 70 du montant de vos loyers. Ces 70 là sont tout simplement rajoutés donc à vos autres revenus et vous êtes imposé selon les tranches normales de l'impôt sur le revenu. Le régime réel d'imposition, donc un peu plus, complexe à mettre en œuvre. Vous relevez de ce régime de plein droit, donc si votre revenu brut foncier est supérieur à 15 000 € et donc comme je le disais à l'instant, sur option irrévocable, hein, pendant 3 ans, si vous avez un revenu brut foncier qui est inférieur ou égal à 15 000 €. Et dans ce cadre, l'option s'exerce par le simple dépôt de la déclaration 2044. Alors, votre revenu, net foncier, donc c'est-à-dire votre revenu imposable, va être calculé de la façon suivante, hein. Nous allons prendre le revenu brut foncier moins les charges déductibles.
Alors, les charges déductibles du revenu foncier, ce sont les charges qui sont engagées sur un bien qui vous procure des revenus fonciers en vue de l'acquisition ou de la conservation de l'immeuble. Ce sont donc des charges qui sont payées au cours de l'année d'imposition et qui doivent être justifiées. Donc, effectivement, à vous de conserver tous vos justificatifs pendant au moins 3 ans. Première catégorie de charges, donc les frais de gestion. Donc, vous avez un forfait de 20 € par logement que vous pouvez déduire sans apporter de justification. C'est un forfait, donc pas de souci de justification à ce niveau. Les frais de rémunération du concierge, donc pour les sommes, bien sûr, qui ne sont pas récupérables sur le locataire. Ensuite, les frais de rémunération, honoraires et commissions versés à un tiers pour la gestion du logement. Donc, des frais versés à une agence immobilière, à un notaire ou encore à un comptable pour la rédaction de la déclaration fiscale. Donc, tout ce qui est frais de procédure, que ce soit une procédure dirigée contre le locataire ou contre des tiers. Par exemple, un artisan qui réalisait des travaux sur le logement loué. Les primes d'assurance, donc là, quel que soit leur objet. Donc, ça peut être, effectivement, une prime d'assurance loyer impayé, une prime d'assurance propriétaire non occupant, parce qu'effectivement, je vous rappelle, vous, en tant que propriétaire bailleur, vous devez être assuré à ce titre. Autre charge déductible, donc les indemnités d'éviction qui pourraient être versées aux locataires, les frais de relogement. Prenons l'hypothèse d'un propriétaire qui reprend possession de son immeuble en vue de le relouer dans de meilleures conditions. Donc là, c'est vraiment un arrangement locataire-propriétaire. Donc dans ces cas-là, effectivement, ces frais seraient déductibles, tout comme des frais de relogement qui seraient engagés pour reloger un locataire pendant le temps de réalisation des travaux. Alors, vous pourrez, également, déduire les frais des emprunts contractés pour, acquérir votre bien, le construire ou, le conserver, réparer le réparer ou l'améliorer. Alors, lorsqu'on parle des frais d'emprunt, effectivement, c'est très large, parce qu'effectivement, vous pouvez déduire, les intérêts, donc tous les intérêts payés année par année. Donc il faut dans ces cas-là se référer tout simplement à votre, tableau d'amortissement et reprendre effectivement les intérêts payés sur l'année. Vous pourrez déduire aussi au titre de la première année, donc les frais de dossier, également les frais de garantie. Donc effectivement, quand la banque, prête de l'argent, elle, prend toujours une garantie. Soit ça va être une hypothèque, soit, ça pourrait être, une caution donnée par un organisme, spécifique avec lequel, la banque a un accord. Mais là, si vous avez une caution, vous versez des frais, et donc ces frais-là sont déductibles aussi des revenus fonciers, du moins pour la part qui n'est pas remboursable en fin de crédit. Parce qu'effectivement, au niveau des organismes de cautionnement, donc ils vont vous facturer une certaine somme. Certains vont vous facturer une somme qui n'est pas du tout récupérable, d'autres avec une part récupérable en fin de prêt. Dans ces cas-là, effectivement, la part qui est récupérable en fin de prêt, bien entendu, vous ne pourrez pas la déduire de vos revenus fonciers. Ensuite, bien sûr, la prime d'assurance emprunteur est déductible également des revenus fonciers. L'assurance donc décès, invalidité que vous payez sur votre prêt, vous pourrez la déduire. Alors, on a mis 3 petits points parce qu'après, c'est vrai qu'il y a d'autres frais d'emprunt que vous pourriez, avoir à déduire. Enfin, je ne l'espère pas pour vous, parce que tout ce qui est agio, effectivement, si vous remboursiez vos mensualités avec retard, pourrait également être déduit. Ensuite, les impôts, que vous allez payer, sur ce bien sont déductibles, hein. La taxe foncière, bien évidemment, la taxe spéciale d'équipement qui est recouvrée en même temps que la taxe foncière. Vous avez le droit également à déduire, comment dire? Une partie de la CSG que vous payez. Donc, vous avez le droit de déduire 6,8 de la CSG. Ça, c'est à déduire, sur votre déclaration, sur la 2042 en fait. Vous avez une rubrique spécifique où vous pouvez effectivement aller, noter, noter ces 6,8 de CSG. Enfin, au niveau des provisions pour charges de copropriété, alors là, nous avons quand même un cas un petit peu particulier là, au niveau des provisions sur charges. Vous allez déduire la totalité des provisions versées au syndic l'année de leur paiement.
Donc la totalité, vous déduisez la totalité et l'année suivante, vous régularisez. Effectivement, la première année, vous ne savez pas exactement quelle est la part qui est non déductible. Donc, on vous autorise à déduire la totalité. Mais effectivement, il y a une régularisation l'année suivante, une fois que vous avez eu l'arrêté des comptes par le syndic. Effectivement, ça déstabilise un petit peu au départ quand on est nouveau bailleur et qu'on doit le faire pour la première fois. Au niveau des charges déductibles, viennent ensuite les dépenses de réparation et d'entretien. Donc, ce sont les travaux qui incombent au bailleur et qui ont pour objet de maintenir ou de remettre l'immeuble au bon état et d'en permettre un usage normal, sans modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial, et sans que ces travaux soient effectués dans le cadre d'une construction, d'une reconstruction ou d'un agrandissement. Donc, tout à l'heure, comment dire, nous verrons effectivement ce qu'on entend par reconstruction. Donc là, les travaux qui sont déductibles à ce titre-là, ça peut être, je sais pas, un traitement de charpente, vous changez vos fenêtres, un changement de chaudière. Donc vous voyez, c'est vraiment des travaux, d'entretien sur le logement. Ensuite, nous avons également les dépenses d'amélioration qui sont déductibles. Donc tout ce qui apporte un équipement ou un élément de confort nouveau, au logement. Donc par exemple, effectivement, les exemples qu'on a pris là, l'installation du chauffage central, par exemple, s'il n'y en avait pas, la création d'un ascenseur, des travaux d'accessibilité du handicap. Ça peut être aussi, par exemple, la pose d'une cuisine, aménagée. Donc lorsque vous posez une cuisine aménagée pour la première fois, vous avez le droit de déduire autant les meubles que, comment dire, que l'électroménager. Donc par la suite, effectivement, l'électroménager ne pourra plus être, quand vous le changerez, il ne pourra plus être déduit, mais la première fois, effectivement, c'est admis en déduction. Je ne sais pas, vous avez une maison individuelle, vous faites le bitume, devant le garage, c'est déductible aussi. C'est vraiment, vous voyez, tous les travaux, d'amélioration du logement. Donc sans en modifier le volume, la surface habitable ou la structure. Parce qu'effectivement, si vous agrandissez le logement, tout ce qui est agrandissement ne sera pas pris en compte. Donc voilà, nous arrivons à cette notion de ces travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Donc effectivement, vous agrandissez le logement, vous rajoutez une aile au logement, ben là, vous ne pourrez pas, effectivement déduire les travaux. Vous effectuez donc, une modification importante aux gros œuvres ou un aménagement interne qui est très important. Dans ces cas-là, ça ne pourra pas être déduit. En fait, si vous voulez, pour, avoir un repère, en général, dès lors que vous êtes en TVA à 20 ça ne peut pas être déduit. Alors, en fait, en matière de TVA, on a 3 taux de TVA pardon, quand on fait des travaux. Le taux de 20 c'est pour le neuf. Le taux de 10 donc c'est pour les travaux, d'entretien sur un logement qui a plus de 2 ans. Et ensuite, il y a des travaux bien sûr à 5,5 pour tout ce qui est travaux d'économie d'énergie sur un logement qui a plus de 2 ans. Quand on est en taux de 20 effectivement, là déjà, on peut se dire qu'on on peut pas déduire les travaux. Donc c'est un indice effectivement pour savoir si on peut les déduire ou pas. Alors parfois, c'est assez compliqué de savoir si on est dans ce cadre ou pas. Dans ces cas-là, nous, ce qu'on conseille, c'est de contacter les services fiscaux. Vous avez la possibilité effectivement de poser, une question par écrit aux services fiscaux. C'est ce qu'on appelle le rescrit, et dans ces cas-là, les services fiscaux vous répondront également par écrit. Et s'ils partent sur une TVA donc à 20 effectivement, dans ces cas-là, vous aurez votre réponse. Alors, vous voyez, d'un côté, vous déclarez vos loyers, de l'autre côté, vous déduisez vos charges. Donc, quand vous faites votre calcul, effectivement, on a 2 hypothèses. Soit le résultat est positif, vous êtes en plus. Dans ces cas-là, effectivement, ce résultat positif, il est à reporter donc sur votre formulaire 2042, donc la déclaration de revenus, traditionnelle. Si vous avez un résultat négatif, donc si vous êtes en moins, donc on a ce qu'on appelle un déficit foncier. Donc le déficit foncier donc, est traité de la façon suivante, hein. Donc le déficit foncier donc alors qui résulte des dépenses déductibles autres que les intérêts d'emprunt, s'impute sur le revenu global dans la limite de 10 700 €, à condition de louer pendant les 3 années suivantes. Par exemple, vous avez 15 000 € de déficit.
vous avez le droit de déduire jusqu'à 10 700 € de votre revenu global. Le solde, par contre, n'est pas perdu pour autant. Il sera imputé sur, comment dire, les revenus fonciers des 10 années suivantes, en fait. Vous avez 10 ans pour apurer, si vous avez de gros travaux, 10 ans pour apurer effectivement, le déficit foncier. Alors, je vous disais là 10 700 €. Alors comment dire? On peut déduire jusqu'à 15 300 € lorsqu'on opte pour le dispositif COS. Donc tout à l'heure, nous verrons le COS, je vous expliquerai ce que c'est. Donc c'est un avantage supplémentaire pour les personnes qui optent pour le COS. Donc ils ont la possibilité de déduire jusqu'à 15 300 € sur leur revenu global. Alors dès lors que l'on perçoit des revenus, vous savez, on verse des prélèvements sociaux dessus. Donc là, les revenus fonciers n'échappent pas à cette règle. Vous avez donc, de la CSG, du CRDS, et du prélèvement de solidarité également, à régler, lorsque vous êtes bailleur. Alors bien sûr, ces impôts-là vont être calculés sur votre revenu net. Le revenu net, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est effectivement vos loyers moins les charges déductibles. Donc les prélèvements, sociaux là sont, prélevés sur votre revenu net, et en additionnant effectivement tous ces prélèvements sociaux là, on arrive à 17,2. Alors pour mémoire donc là vous avez, effectivement, les différents cas où on se retrouve où on peut être en microfoncier et où on se retrouve en régime réel. Quand vous avez effectivement un revenu brut foncier qui est inférieur ou égal à 15 000 €, par principe, vous êtes en microfoncier. Mais si vous considérez effectivement qu'il est plus intéressant pour vous, de partir sur du régime réel, vous pouvez le faire. Maintenant, effectivement, quand on est sous le régime du microfoncier et qu'on part sur le régime réel, il faut savoir effectivement qu'on doit, rester sous ce régime-là pendant 3 ans. C'est irrévocable. Donc effectivement, il faut faire quand on fait le calcul, il faut faire le calcul sur 3 ans et pas juste sur 1 an. Il ne faut pas se dire, «Chouette, cette année, effectivement, ce serait mieux pour moi de partir sur du régime réel, l'année prochaine, je reviendrai, en microfoncier». C'est pas possible ça. Effectivement, quand on fait son calcul, il faut savoir qu'on part pour 3 ans effectivement, dans le dispositif réel. J'en profite juste pour redire que si jamais vous aviez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, hein. Jacqueline pourrait y répondre au fur et à mesure. Alors justement, donc, je vous disais que nous allions évoquer le dispositif, COS. Alors le dispositif, COS donc, on le trouve aussi sous la dénomination, dispositif loué abordable. Donc effectivement, lorsque, je sais pas si vous lisez un petit peu des revues spécialisées, vous allez le voir sous les 2 vocables. Alors donc pour entrer dans le dispositif COS, donc il faut signer une convention avec l'ANA. Donc vous signez soit une convention avec travaux si vous avez obtenu des subventions de l'ANA, et dans ce cas-là, vous devez vous engager pour au moins 9 ans, ou une convention sans travaux dans le cas contraire. Donc là, effectivement, vous devez prendre l'engagement de louer pendant 6 ans. Alors vous prenez l'engagement de louer pendant 6 ans ou 9 ans, à des locataires qui ont des revenus inférieurs à certains plafonds, et vous devez respecter également, certains plafonds de loyer. Alors les, bailleurs éligibles au dispositif COS, ce sont les mêmes, que ceux effectivement qui sont éligibles aux revenus fonciers, hein. Donc les personnes physiques, domiciliées fiscalement en France, qui achètent en direct un logement ou qui achètent un bien par le biais d'une SCI. Donc tous les logements donc, peuvent être concernés par le dispositif COS, logements anciens ou neufs. Alors c'est vraiment rare effectivement que l'on parte sur du COS avec du neuf, parce que les loyers quand même sont assez faibles par rapport à ce qu'on peut escompter, pour des logements neufs. Donc logements anciens ou neufs, des logements acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, ça peut même s'appliquer à un immeuble qui est déjà détenu par le bailleur. Alors la nouveauté depuis cette année, donc depuis l'année dernière, pardon, donc le logement effectivement,
Les logements éligibles au COS, ce sont les logements qui ont une étiquette énergétique E à minima. Donc effectivement, sont exclus aujourd'hui les logements que l'on pourrait qualifier de passoires thermiques, donc avec les étiquettes F et G. Alors, les obligations donc pour le bailleur, donc comme je le disais tout à l'heure, c'est louer en vide pendant toute la durée de la convention. Donc, pour les subventions, avec subvention ANA, c'est minimum 9 ans. Sans subvention ANA, c'est 6 ans. Après, on peut choisir de continuer et de renouveler la convention. Ensuite, il faut louer à titre de résidence principale pour le locataire. On ne peut pas louer à des descendants ou à des membres du foyer fiscal ou les laisser occuper le logement. Donc, sous condition du respect d'un plafond de loyer qui est variable selon le type de conventionnement, le type de logement et le secteur géographique. Alors, je ne sais pas si vous pouviez revenir en arrière, monsieur Rancher, et cliquer sur le secteur géographique. Donc là, en fin de compte, vous avez les zonages au niveau de la Loire-Atlantique. Donc vous voyez, vous avez des zones B1, B2, C. Donc là, en fonction du zonage, effectivement, on va avoir des plafonds de loyer qui vont être différents. Donc sur ce territoire, vous avez trois délégataires des aides à la pierre. Donc vous avez 3 secteurs avec des montants de loyer différents. Vous avez Nantes Métropole, vous avez la Carène, qui est la communauté de communes de Saint-Nazaire, et vous avez donc le reste du département. Donc 3 programmes d'action. Sur chaque secteur, pardon, vous avez un programme d'action qui s'applique avec des loyers plafonds qui sont différents en fonction de la taille du logement, du conventionnement avec travaux, sans travaux. Donc effectivement, si vous voulez avoir ces montants, le mieux effectivement, c'est de prendre rendez-vous avec un conseiller à la DIL qui regardera effectivement en fonction de votre secteur et qui vous calculera les loyers plafonds. Donc on a également des plafonds de ressources donc à respecter par le locataire. Heu Et ces plafonds de ressources donc sont fonction du niveau d'engagement que vous allez prendre. Donc au niveau du COS, on a 3 niveaux. On a le COS intermédiaire, donc c'est ce que vous voyez à l'écran. Donc là, vous avez les plafonds 2020 parce que nous n'avons pas encore eu les plafonds pour cette année, ils n'ont pas encore été publiés. Donc vous avez, en fonction de la zone, effectivement, des plafonds de ressources qui sont différents. Donc pour le COS intermédiaire, vous voyez, les plafonds de ressources sont quand même assez élevés. Donc ensuite, si on passe en COS social, les plafonds seront plus faibles. Donc là, vous pouvez les voir. Ce sont les plafonds HLM, en fait, les plafonds plus et les plafonds d'accès au logement HLM classique. Et ensuite, effectivement, si on part sur du COS très social, le montant des ressources est bien inférieur. On vous renverra hein, d'ailleurs tous ces plafonds. Alors, donc quel avantage à opter pour le dispositif COS? Alors, il y a un avantage fiscal, certes, et pour les personnes effectivement qui ont une subvention ANA, bien sûr, il y a la subvention. Alors au niveau fiscal, donc, vous avez un avantage fiscal, qui réside en un abattement. L'abattement est, différent selon le zonage. Donc, là, vous voyez effectivement les différentes catégories. Donc vous avez, les zones B1, les zones B2, les zones C. Donc au niveau de l'intermédiaire, du social et du très social, des montants d'abattement qui sont différents. Alors après le COS intermédiaire, on ne peut pas le faire sur tous les territoires. Il y a des territoires où c'est exclu. Donc c'est pour ça que je vous disais, de toute façon, un rendez-vous avec un juriste d'ADI, dans ces cas-là, sera indispensable pour voir effectivement sur quel territoire c'est possible. Si vous regardez le COS social ou très social, vous voyez, vous avez des abattements qui sont quand même relativement importants parce qu'on est à 70 en zone B1 et 50 en zone B2.
sachant qu'en zone C, il est de 50% aussi, mais on ne peut l'obtenir qu'en cas de conventionnement avec travaux. En conventionnement sans travaux, ce n'est pas possible. Ensuite, vous avez la dernière ligne, intermédiation locative. Donc là, effectivement, vous avez un taux qui s'élève à 85% dès lors que vous traitez avec une association d'intermédiation locative. Alors, on a deux types d'intermédiation locative, soit une intermédiation, alors le premier cas, je dirais, vous traitez avec une association qui vous loue le logement. Donc, dans ces cas-là, effectivement, il y a un contrat qui est signé entre vous et l'association, et après, l'association sous-loue. C'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, vous vous adressez à une association d'intermédiation locative qui va gérer la relation entre vous et le locataire, mais le bail sera quand même signé entre vous et le locataire. Donc, on a ces deux possibilités-là, et dans ces deux possibilités-là, on a les 85% d'abattement qui sont possibles. Alors, un avantage supplémentaire à partir sur de l'intermédiation locative, au-delà de ce taux-là qui est intéressant, c'est que vos locataires seront éligibles au dispositif Visale. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ce dispositif. Visale, c'est un produit d'Action Logement. Donc, Action Logement, c'est l'ex 1% logement. Peut-être ça parlera plus à certains d'entre vous. Donc, Action Logement peut se porter caution, si vous voulez, pour un certain nombre de locataires, et notamment les locataires qui se retrouvent dans le cadre d'une intermédiation locative. Donc, dans ces cas-là, c'est une sécurité supplémentaire pour le bailleur. Effectivement, en cas d'impayé, c'est Action Logement qui vous indemniserait, qui paierait les loyers. Donc, ça, c'est lié vraiment à l'intermédiation locative. Alors, pour les bailleurs peuvent effectivement avoir un logement, ou plusieurs logements, donc dans un ou plusieurs immeubles. Dans l'hypothèse où vous avez plusieurs logements dans un même immeuble, vous avez la possibilité de signer une seule convention avec l'ANA. Donc, la date de fin de convention, ils vont se débrouiller pour qu'elle soit commune à tous les logements. Donc, effectivement, si vous avez un conventionnement sur 9 ans, au bout de 9 ans, vous pourrez sortir du conventionnement. Vous n'allez pas avoir un conventionnement qui va s'arrêter logement par logement. Donc, on a cette souplesse-là qui est possible dans le cas d'une convention sur plusieurs logements dans un seul immeuble. Alors, le dispositif COS, effectivement, vous avez un intérêt au niveau fiscal. Donc, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que vous prenez un engagement, vous signez une convention, vous entrez dans un dispositif. Donc, effectivement, avant de le faire, il faut être sûr d'aller au bout. Si vous n'êtes pas certain, effectivement, de pouvoir louer pendant 6 ou 9 ans, donc réfléchissez bien, parce qu'effectivement, si vous n'allez pas au bout, on va vous demander la restitution de l'avantage fiscal qui est reçu. Et il peut y avoir des sanctions en plus, un refus de nouvelles subventions pendant 5 ans, ou des sanctions pécuniaires. Donc effectivement, il faut bien réfléchir. Il faut réfléchir également et avoir en tête que la convention, elle est liée au logement. Donc la convention, elle suit le logement. Donc s'il y a une vente, effectivement, la convention va rester attachée au logement. Donc le bailleur, dans ces cas-là, est tenu d'informer le notaire et l'acquéreur de la convention qui est attachée au logement. Et cet engagement doit être mentionné dans l'acte de vente. Dans ces cas-là, donc le bailleur, vous perdrez le bénéfice de l'avantage fiscal. Sauf exception, effectivement, on a quand même des cas, des cas de force majeure, effectivement, où il n'y a pas de reprise de l'engagement, par exemple, en cas de vente du bien suite au décès d'un conjoint, en cas d'invalidité, de licenciement. Enfin, on a quelques cas, effectivement, qui permettent de ne pas être sanctionnés. Et en plus, alors ce que je voulais rajouter, c'est que l'acquéreur est tenu de reprendre la convention. Donc, il y a un avenant qui est signé entre l'acquéreur et l'ANA à ce propos. L'acquéreur, d'ailleurs, dans ce cas, peut également signer une nouvelle convention avec l'ANA pour pouvoir bénéficier lui aussi du dispositif COS.
Alors, je ne sais pas si vous avez des questions sur le dispositif COS. Il n'y a pas de questions pour le moment. Alors, autre dispositif, donc le dispositif de Normandie. Donc, je ne sais pas si, enfin, c'est un dispositif qui est relativement récent. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. Alors, c'est pour les opérations réalisées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022. Donc, l'objectif de ce dispositif, c'est d'inciter les investisseurs à acheter et rénover des logements anciens dans certains centres-villes. En fait, c'est une extension ou on peut dire presque un copier-coller du dispositif Pinel en place sur certains secteurs géographiques. Les personnes éligibles, donc toujours les mêmes. Donc, je ne vais pas repartir sur le détail. Le territoire. Alors, tout le territoire des communes dont le besoin de réhabilitation de l'habitat en centre-ville est particulièrement marqué. Donc ça va concerner les 222 villes françaises qui ont signé les conventions dites cœur de ville. Donc dans votre département, donc vous avez Châteaubriand donc qui est en zone C et Saint-Nazaire qui est en zone B1. Et vous avez également les communes qui mettent en place une opération de revitalisation de leur territoire. Donc a priori sur la Loire-Atlantique, pour l'instant, il y en aurait pas. Alors les investissements donc visés par le Don Normandie, donc c'est acheter un logement ou un local à transformer en logement. Donc ça peut être un bureau, un hangar, et y effectuer des travaux. Alors ces travaux doivent représenter 25 du coût total de l'opération. Donc vous voyez, ça représente quand même une somme importante. Quand on parle du coût de l'opération, donc ça concerne les travaux, le prix d'acquisition, les honoraires de notaire, les commissions versées aux intermédiaires, les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière. Donc on doit avoir voilà, une masse de travaux quand même relativement importante et en plus, ces travaux doivent, améliorer la performance énergétique du logement. Là, au niveau de la nature des travaux, donc ça c'est pratiquement tous les travaux qu'on peut faire sur un logement parce que ça comprend les travaux qui ont pour objet la création de surfaces habitables nouvelles. Vous agrandissez le logement, ça fonctionne. Vous créez un garage, par exemple, ça fonctionne aussi. Ensuite, c'est tout ce qui est modernisation, assainissement, aménagement des surfaces habitables. Heu, vous changez une chaudière, enfin, vous refaites de la toiture, enfin voilà, tous les travaux vraiment, que l'on peut, avoir à faire sur un logement. Alors, ça ne va pas ça on ne peut pas opter pour le de Normandie dans certains cas, hein, pour les logements qui sont situés dans des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques. Les logements financés au moyen d'un PLS, les logements dont le droit de propriété est démembré, par exemple, quand vous avez, un usufruit et un usufruitier et un nu propriétaire, effectivement, on peut pas, rentrer dans le cadre du de Normandie dans ce cadre. Alors, je vous disais effectivement qu'on avait une masse de travaux à réaliser et que ces travaux, en plus, devaient améliorer la performance énergétique du logement. Alors, ils doivent l'améliorer de façon, quand même importante, parce qu'il faut qu'ils l'améliorent d'au moins 30. 20 en habitat collectif, mais 30 en individuel. Donc, soit ils améliorent de 30 soit ils correspondent à 2 des 5 types de travaux suivants. Donc, il faudrait soit isoler les murs et isoler la toiture, soit isoler les murs et changer les fenêtres. Enfin, effectivement, il y a quand même des conditions, des exigences, assez importantes. Après travaux, vous devez également atteindre au minimum l'étiquette E. Alors, le dispositif de Normandie, donc, c'est une réduction d'impôt qui est possible. Le taux de la réduction d'impôt est fixé en fonction de la durée de l'engagement que vous allez prendre. Vous pouvez prendre un engagement initial, soit de 6 ans, soit de 9 ans. Si vous prenez un engagement initial de 6 ans, vous avez un taux de réduction d'impôt qui est de 12 du coût de l'opération. Vous pouvez, si au bout de 6 ans, vous souhaitez toujours, louer et rester dans ce dispositif, ben, proroger pour 3 ans, une fois et une deuxième fois par la suite encore. Donc on peut effectivement, proroger 2 fois 3 ans. Ou alors vous portez sur un engagement initial de 9 ans. Donc là, vous avez un taux de réduction d'impôt de 18 sur 9 ans, avec une prorogation quand même possible pour 3 ans.
donc 3%, plus 3% à ce moment-là. Alors lorsqu'on opte pour le Normandie, il faut payer des impôts parce que sinon il y a pas d'intérêt. Et il faut payer quand même, un petit peu d'impôts parce que, la réduction d'impôts, si vous ne l'utilisez pas, elle est perdue. On ne peut pas la reporter, d'année en année. Donc vous devez l'utiliser tous les ans pleinement. C'est limité à l'acquisition de 2 logements par an et vous avez également une assiette au niveau de la réduction d'impôt qui est plafonnée. On a un plafond, un plafond de prix de revient, pardon, par mètre carré de surface habitable qui est de 5 500 € par mètre carré, et on a une limite annuelle de 300 000 € par année et par contribuable. Donc effectivement, si vous avez un projet qui fait 400 000, il va être limité, enfin l'assiette de la réduction d'impôt sera limitée à 300 000. Et donc, juste une dernière chose, par rapport à cette réduction d'impôt. Bien sûr, les travaux qui rentrent dans l'assiette de la réduction d'impôt, vous n'avez pas le droit de les déduire, au titre des revenus fonciers. Ça ne peut pas être une charge déductible. Vous ne pouvez pas bénéficier de 2 avantages, fiscaux, en même temps. Donc si vous optez pour le Normandie, vous ne pourrez pas déduire effectivement de vos revenus fonciers. Alors, les obligations donc pour le contribuable, donc c'est louer nu pendant la durée de votre engagement à usage d'habitation principale du locataire. Donc après, vous avez également la possibilité de louer un organisme, public ou privé, à la condition que cet organisme donne le logement en sous-location nue à usage d'habitation principale et qu'il ne fournisse aucune prestation hôtelière ou para-hôtelière. Donc cette situation-là. Alors, il faut que le contrat de location soit signé dans les 12 mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Donc effectivement, il ne faut pas que le bien reste vacant trop longtemps. Là, vous avez la possibilité de louer à un ascendant ou à un descendant, mais non membre de votre foyer fiscal. Donc ça peut être une location à un enfant, mais il ne faut pas qu'il soit rattaché au foyer fiscal. On a un plafond de ressources, à respecter par les locataires. Et on a un respect bien sûr, de plafond de loyer, également. Donc voilà les plafonds de ressources en Normandie. Les plafonds de loyer, donc là, vous avez les plafonds de loyer pour l'année 2020 parce que les plafonds 2021 n'ont pas été publiés. Alors en zone B et C, on est à 9,07 €. En zone B1, 10,44 €. Donc le zonage, c'est celui que vous avez vu tout à l'heure sur la carte de l'Adréal. Et donc ces plafonds doivent être modulés pour tenir compte de la surface du logement. Alors les personnes qui ont rédigé les textes ont mis en place un petit calcul d'apothicaire là. Donc 0,7 plus 19 divisé par la surface dans la limite de 1,2. Donc on va avoir un exemple juste après. Donc la surface, prise en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'entend de la surface habitable, augmentée de la moitié de la surface des annexes. Les annexes, donc, ce sont les caves, les sous-sols, les remises, les combles, les greniers aménageables, les balcons, les vérandas, dans la limite de 8 mètres carrés par logement. Alors, un petit exemple, concret, par exemple, une acquisition, rénovation d'un logement de 80 mètres carrés sur Châteaubriand. On a une base de réduction d'impôt là de 160 000, donc acquisition, frais plus travaux. On imagine effectivement qu'un bailleur prenne un engagement sur 6 ans. Dans ce cas-là, il a un taux de réduction d'impôt de 12. Ça lui fait une réduction d'impôt potentielle de 19 200 €. Donc là, ce serait 3 200 € par an sur 6 ans. Sur 9 ans, 18, donc une réduction d'impôt potentielle de 28 800, donc toujours 3 200 sur 9 ans. 12 ans, 21, donc 33 600, donc 3 200 sur 9 ans, puis 1 600 € par an sur 3 ans. Le plafond de loyer à respecter, donc on est parti sur, le plafond de 9,07. On doit appliquer donc un coefficient sur ce montant. Donc l'opération, on l'a fait de la façon suivante, donc 0,7 plus 19 divisé par 80, donc la surface, on arrive à 0,94. Donc on va multiplier 9,07 par 0,94 et on a notre loyer plafond corrigé au mètre carré.
Donc multiplié par 80, donc là on serait à 682 €. Je me permets juste avant Oui. de parler du dispositif Pinel, comme le disait Jacqueline, si il y a possibilité de rencontrer un conseiller juriste, hein, vous en parlez aussi en introduction, pour connaître un peu plus les spécificités locales. Je voulais juste vous informer, on vous redonnera les coordonnées à la fin, on a deux agences. On a une agence sur Nantes et une sur Saint-Nazaire, mais on a aussi 35 lieux de permanence sur le département. Donc, si certains d'entre vous sont originaires d'ailleurs sur le département, il est aussi possible de nous rencontrer sur rendez-vous et on vous indiquera tout ça à la fin. Alors le dispositif Pinel, donc c'est un dispositif pardon, qui a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2024. Les mêmes bénéficiaires que pour les dispositifs précédents, donc personnes physiques, acquisition en direct ou par comment dire, souscription de parts de SCPI. Au niveau du territoire, donc cette réduction d'impôt là est applicable uniquement aux logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques qui se caractérisent par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logement, donc entraînant des difficultés d'accès du logement sur le parc locatif existant. Alors, sont concernés par cette définition-là les zones A bis, A et B1. Alors là, on ne parle pas de l'expérimentation du Pinel breton, parce qu'on n'est pas sur le secteur. En Loire-Atlantique, effectivement, on a toutes les communes classées en B1, donc qui sont éligibles au Pinel. Donc, je vous renvoie toujours à la carte de la DREAL que l'on a vue tout à l'heure, que vous aurez donc dans le PowerPoint. Alors, les opérations éligibles au Pinel, donc c'est les logements que le contribuable fait construire. Alors, attention, par contre, hein, depuis le 1er janvier 2021, il faut qu'il s'agisse d'un bâtiment collectif. Donc, on ne peut plus bénéficier du Pinel pour la construction d'une maison individuelle, par exemple. Les personnes qui vont encore en bénéficier, ce sont les personnes qui ont déposé leur permis de construire avant le 31 décembre 2000, enfin, jusqu'au 31 décembre 2020, en fait. Depuis 2021, c'est plus possible. Donc voilà, les constructions, mais d'un bâtiment collectif aujourd'hui. Logements acquis, alors les logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement, donc ce qu'on appelle la VFA, et toujours la même réserve hein, pour les investissements réalisés depuis le 1er janvier 2021. Il faut que le logement soit dans un bâtiment collectif. Ça peut être aussi les logements où on fait l'objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens de la TVA immobilière. Les logements réhabilités ou acquis en vue de leur réhabilitation, donc ce qu'on appelle la sortie d'indécence. Dans ces cas-là, vous avez un diagnostic qui est fait avant travaux et un diagnostic après travaux. Il faut respecter certains critères. Vous avez également les logements acquis, affectés à un autre usage que l'habitation et qui sont transformés en logement. Alors, les opérations exclues, donc les logements situés dans des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou qui ont fait l'objet d'un agrément ministériel ou encore qui ont reçu le label Fondation du patrimoine. On ne peut pas cumuler non plus le Pinel avec le PLS, le prêt locatif social. Donc, c'est l'un ou l'autre. On ne peut pas non plus cumuler avec, on peut pas non plus bénéficier du Pinel pour des logements dont le droit de propriété est démembré. Donc, je vous disais tout à l'heure, usufruit une propriété. Dans ces cas-là, effectivement, ce n'est pas possible. Et donc, les autres exclusions, effectivement, pas de cumul avec les dispositifs Borloo ancien, COS, Malraux, ou encore avec la réduction d'impôt au titre des investissements outre-mer, les dépenses de travaux qui ont ouvert droit donc, au bénéfice de la réduction d'impôt ne peuvent être admises en charge déductible. Hein. C'est comme pour le de Normandie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On ne peut pas effectivement avoir la réduction d'impôt sur le montant des travaux et les déduire également.
Alors les logements éligibles au Pinel donc doivent effectivement respecter un certain nombre de critères au niveau énergie. Donc les logements neufs, donc c'est le respect de la RT 2012, enfin on n'a plus trop le choix maintenant de toute façon. Les logements qui font ou ont fait l'objet de travaux, donc il faut qu'ils aient le label soit HPE Rénovation 2009 ou BBC Rénovation 2009 ou donc ils respectent des exigences de performance énergétique pour au moins 2 des 4 catégories d'équipements suivantes. Donc isolation de la toiture ou des murs, fenêtres, système de chauffage, système de production d'eau chaude sanitaire. Donc effectivement, là, ce soir, effectivement, le but, c'était de vous présenter de façon synthétique, on va dire, le dispositif Pinel. Donc, c'est vrai que je ne suis pas allée trop dans le détail par rapport aux opérations éligibles. Comme on le disait tout à l'heure, ce serait bien de vous rapprocher d'un juriste d'ADIL. Et vous avez également le bulletin officiel des impôts qui est vraiment très, très bien fait à ce propos et qui reprend vraiment toutes les obligations effectivement que l'on doit respecter dans le cadre de ces opérations. Alors le dispositif Pinel, donc quel avantage? Donc c'est une réduction d'impôt également, parce que je vous disais que, comme pour le Don Normandie, effectivement, pour avoir un intérêt à bénéficier de ce dispositif, il faut payer des impôts. Alors, je ne sais pas si vous pourriez revenir sur la diapositive précédente, monsieur Ranchard. Voilà. Alors, on a une réduction d'impôt et le taux est fixé, comme le Don Normandie, en fonction de la durée de l'engagement. Alors, la loi de finances pour 2021 donc, a mis en place une réduction du taux de la réduction d'impôt également pour 2023 et 2024. Donc là, j'ai repris dans le tableau les taux de réduction d'impôt applicables en fonction de l'année de réalisation d'investissement. Donc effectivement, les investissements réalisés en 2021 et 2022, donc voilà, régime actuel. Et ensuite, vous voyez, vous avez une baisse du taux de la réduction d'impôt en 2023 et 2024. Donc bien entendu, pour les personnes qui seront rentrées dans le dispositif en 2021 ou en 2022, ils conserveront le même taux jusqu'à la fin de leur engagement. C'est vraiment les nouveaux entrants en 2023 et 2024 qui se verront confrontés donc à un dispositif effectivement un petit peu moins intéressant certainement. Alors, comme pour le de Normandie, donc si vous n'utilisez pas toute votre réduction d'impôt, elle est perdue. Limitation également à l'acquisition de 2 logements par an et une assiette de la réduction d'impôt qui est également plafonnée. Donc, l'obligation de louer nu pendant la durée de votre engagement, donc à usage d'habitation principale. Le contrat de location signé dans les 12 mois également, suivant la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition. Donc, vous pouvez également louer à un ascendant ou un descendant dans la limite où il n'est pas membre de votre foyer fiscal. On a également un plafond de ressources à respecter par les locataires qui est exactement le même que le de Normandie. C'est un plafond de ressources dit intermédiaire, donc on est sur les mêmes montants en fait. On a un plafond de loyer également à respecter. Un plafond de loyer qui peut être modulé localement par le préfet de région, mais ce n'est pas le cas sur le département de Loire-Atlantique. Alors donc là, vous avez les plafonds de loyer donc pour l'année 2020 donc en zone B1 parce que sur votre territoire, il n'y a que la zone B1 qui est éligible. Vous avez un taux de 10,44 €. Comme pour le de Normandie, donc on doit appliquer un coefficient donc à ce taux. Exactement le même processus que pour le de Normandie.
Donc, je ne sais pas s'il y avait des questions sur le de Normandie. Non, il y a pas de questions, hein, on regarde le chat avec Elodie. Il y a pas eu de questions pour le moment. Il y a juste une question en privé, hein, qui nous demandait si on renverrait les liens. Alors, je l'avais juste dit au début, en effet, à toutes les personnes participantes, on renverra un mail avec toutes les ressources et avec les liens qui ont pu être partagés aussi dans le chat par Elodie. D'accord. Je vous laisse continuer, Jacqueline. Ensuite, autre dispositif, hein, que je vais vous présenter assez rapidement parce que c'est un dispositif qui est très, très complexe, le dispositif Malraux. Donc, les investissements donc, qui sont concernés par le dispositif Malraux, c'est la restauration complète d'un immeuble bâti situé dans certaines zones protégées. Donc, j'ai bien dit restauration complète, vraiment, c'est une rénovation globale. On ne peut pas rentrer dans le Malraux si on fait uniquement quelques travaux d'amélioration dans un logement. C'est vraiment une grosse restauration. Il faut également que l'immeuble soit situé dans une zone protégée. Alors, on a trois secteurs, hein. On a les sites patrimoniaux remarquables classés, les quartiers anciens dégradés et les quartiers du nouveau programme de renouvellement urbain. Alors, en Loire-Atlantique, il n'y a que le premier cas qui peut se trouver. Donc, il y a plusieurs communes qui sont potentiellement éligibles au Malraux. Donc là, pour ce faire, je vous laisserai consulter les juristes de l'asile 44. Alors, les engagements que doit prendre un bailleur, donc c'est loué pendant 9 ans et dans les 12 mois suivant l'achèvement des travaux. Là, interdiction de louer à un membre du foyer fiscal, à un descendant ou à un descendant. Donc les loyers doivent être déclarés dans la catégorie des revenus fonciers. Donc au niveau des avantages, c'est également une réduction d'impôt. Donc une réduction d'impôt qui est égale à 22 en secteur couvert par un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine approuvé, ou lorsque la restauration de l'immeuble a été déclarée d'utilité publique, 30 dans d'autres zones. Donc là, c'est pareil, je pense qu'il faudra vous rapprocher d'un juriste à la DIL ou d'un comptable d'un d'un conseiller en gestion de patrimoine ou qui pourra vous accompagner dans ce type de projet. On a un plafond de dépenses au niveau de la restauration, c'est 400 000 € sur une durée de 4 ans. Donc, par contre, là, le solde de la réduction d'impôt qui n'a pas pu être imputé sur l'impôt dû au titre d'une année peut être reporté sur les 3 années suivantes. Donc, le dispositif Malraux, c'est un dispositif vraiment complexe. Donc, il faut vraiment bien le préparer. Donc, je vous disais, conseiller en gestion de patrimoine ou même consulter le service des impôts pour voir effectivement si vous remplissez bien toutes les conditions. Parce que les redressements fiscaux ne sont pas rares dans le cadre de ce régime. Alors, donc là, vous avez les formulaires que vous allez devoir remplir. Donc, je vous invite à aller les consulter sur le site des impôts. Vous avez tous ces formulaires et vous avez surtout des notices qui accompagnent les formulaires. Ces notices-là sont vraiment très, très bien faites, hein. Notamment, la notice qui accompagne le formulaire 2044. Donc, c'est vraiment très, très détaillé, c'est très accessible. Donc, moi, je vous conseille vraiment de consulter cette notice. Et bien entendu, ce qu'il faut savoir, c'est que les services des impôts sont là aussi pour vous informer. Alors, je sais qu'ils ne sont pas toujours facilement accessibles, mais en général, avant les périodes de déclaration des revenus, il y a des campagnes d'information des usagers et vous pouvez les consulter à ce moment-là. Ou alors, vous pouvez également prendre rendez-vous. Et donc, bien sûr, le réseau des ADIL est toujours là pour répondre également à vos questions à ce propos et pour tout ce qui touche au logement. Tout à fait. Merci beaucoup, Jacqueline, pour tous ces éléments. C'était très riche, c'était très dense. C'est pour ça qu'on vous renverra, hein, toutes ces
toutes ces informations si vous n'avez pas forcément eu le temps de prendre note de tout ça. Et j'en profite, moi, juste pour, justement, comme on vous le disait, s'il y a des questions après plus spécifiques, si vous souhaitez reprendre rendez-vous. Alors, la plupart des personnes qui sont connectées avec nous sont de la Loire-Atlantique, donc avec la DIL de la Loire-Atlantique, on vous a réindiqué nos coordonnées. Donc, le numéro de téléphone de l'agence de Nantes, celui de Saint-Nazaire. Je vous disais tout à l'heure qu'on a 35 lieux de permanence qui se tiennent uniquement sur rendez-vous. On vous a indiqué le lien, et puis sinon, vous le retrouvez sur notre site internet www.adil44.fr. Vous avez la possibilité, pour ceux d'entre vous qui participent pour une première fois à une webconférence, vous avez la possibilité aussi de vous inscrire pour recevoir les dates des prochaines webconférences. On vous souhaite à tous une bonne soirée. Si jamais il y a 2-3 questions avant qu'on coupe, n'hésitez pas. Et puis, comme on le disait, vous pouvez de toute façon revenir vers nous, l'ADIL du 44 ou l'ADIL du Finistère ou toute autre ADIL en France, si jamais vous étiez connecté d'un autre département. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis, on vous retrouve dès le mois de mars. On a d'autres dates qui arrivent sur le logement pour les jeunes, sur la primo-accession, sur l'habitat participatif. N'hésitez pas à consulter le site de la ville pour plus d'informations. Merci beaucoup à tous et je vous dis à bientôt.